Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre que le texte de Fontenelle, pardon, vous posait quelques problèmes, hein. Donc, je me suis permise de vous proposer une petite capsule sur le sujet pour vous aider. L'introduction, vous pourrez la faire évidemment par vous-même en cherchant des informations sur Fontenelle, qui est un auteur assez connu. Vous trouverez des éléments sur Internet. Et puis, vous trouverez des éléments également sur le document que je joindrai à cette capsule. Alors ce texte, il est divisé en trois parties. Dans le premier paragraphe, l'auteur essaie de nous présenter la thèse qu'il va démontrer dans son texte. Je vous rappelle que la question que vous aurez à traiter sur ce texte, c'est comment Fontenelle dénonce-t-il le recours à l'imagination et met-il en valeur la raison. Vous devez montrer dans ce texte que Fontenelle, comme un auteur qui annonce finalement le siècle des Lumières, comme beaucoup d'auteurs de la fin du XVIIe siècle, donc prône le recours à la raison beaucoup plus qu'à l'imagination. C'est ce qu'il va démontrer dans son texte. Donc, premier paragraphe, il expose sa thèse. Dans le second paragraphe, il réalise ce qu'on appelle un apologue. Donc ça veut dire qu'il va inventer un récit, enfin inventer, il met en scène un récit qui sait, ce qu'il raconte c'est réellement passé, mais vous verrez que ce récit est basé sur un fait qui est totalement inexact. Donc il utilise un récit pour illustrer sa thèse et pour qu'on la comprenne mieux. Et puis dans le dernier paragraphe, il s'agit d'une sorte de conclusion dans laquelle il revient à la thèse de départ. Donc prenons le texte dans l'ordre. Au début, dans la première phrase, il y a un lexique de la raison qui s'oppose au lexique de l'imaginaire. Le lexique de la raison, c'est justement raison, également le terme vrai qui est important. Et ces mots-là s'opposent à démon, histoire, oracle. Donc dès la première phrase du texte, il oppose clairement l'imagination à la raison. Et cette première phrase, elle se termine par une question rhétorique. Tout cela est-il bien vrai? Il s'agit d'une fausse question. On se doute derrière ce questionnement que Fontenelle a déjà une idée derrière la tête et qu'il veut montrer que ce qu'on croit vrai en apparence ne l'est pas toujours, ne l'est pas nécessairement. La thèse est annoncée dès la deuxième phrase. Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Ça veut dire, avant de tirer des conclusions, commençons par vérifier la réalité des faits, des événements, avant de chercher les causes de cet événement. Donc il faut d'abord voir si l'événement dont on parle est exact avant d'en chercher les causes, avant de l'analyser. Donc cette phrase, elle est assez simple, elle est courte, elle va marquer les esprits. On remarque au passage l'impératif. Assurons-nous bien, qui montre que Fontenelle est convaincu d'avoir raison et finalement convaincu de la justesse de sa thèse. On remarque également que c'est un impératif, mais à la première personne du pluriel. Donc, il ne se positionne pas en dominateur, en position de domination. Ça veut dire qu'il réfléchit avec son lecteur. Il associe son lecteur à sa réflexion. Ensuite, dans la phrase qui suit, il utilise un champ lexical de la précipitation. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait. Le champ lexical de la précipitation, lente, court, passe par-dessus, montre finalement que naturellement, l'homme cherche à aller vite, c'est-à-dire qu'il il ne va pas prendre le temps de vérifier les faits, il va tout de suite essayer d'en tirer des conclusions et d'en tirer des explications. On remarque au passage la métaphore avec le terme court. Cette méthode est bien lente pour les gens qui courent à la cause. Le terme court, qui est métaphorique, montre combien les gens se précipitent quand ils réfléchissent et quand ils entendent quelque chose qui les étonne. On remarquera également le pléonasme, la vérité du fait. En fait, un fait habituellement, c'est quelque chose qui est indubitable, qui est irréfutable, qu'on peut prouver. Et ici, ce mot-là est associé au terme vérité, la vérité du fait. Donc finalement, naturellement, l'homme ne cherche pas à vérifier les faits, il passe par-dessus, il prend pour vrai le fait lui-même avant même d'avoir vérifié sa véracité.
On constatera également à la fin de ce paragraphe le terme ridicule qui est connoté négativement et qui montre que Fontenelle porte un regard assez critique sur ceux qui cherchent les causes sans avoir vérifié les faits eux-mêmes. Et il considère que c'est un petit peu une attitude ridicule. Il se moque de cette attitude. Pour démontrer cette thèse, il va procéder d'une manière originale. Il va inventer un apologue, c'est-à-dire un récit plaisant qui a une morale, qui contient un message. Alors ce récit, il le présente d'abord avec des indications spatiales et temporelles. Il y a le terme Allemagne, Helmstadt, et puis également des indications de temps à la fin du siècle passé, et puis en 1593, en 1595, la même année, 2 ans après, Caen. On voit que Fontenelle nous plonge dans une époque qui est révolue. Ça veut dire qu'il parle d'une époque qui est bien antérieure à la sienne et il raconte un événement qui se déroule loin de la France. Donc sans doute parce que ce qu'il va dire ne va pas plaire à tout le monde. Donc il préfère utiliser un cadre spatio-temporel qui est lointain, très loin du lecteur. On remarque également qu'au début, il utilise l'expression le bruit couru. Vous remarquerez que cet apologue, il y a un champ lexical du mensonge qui s'oppose d'ailleurs au vrai. Donc le bruit couru, prétendit, mais aussi histoire qui s'oppose à vrai un peu plus loin. Donc un champ lexical du mensonge, de la rumeur en l'occurrence ici, le bruit couru, il s'agit d'une rumeur. Alors quelle est cette rumeur? Eh bien cette rumeur, c'est le fait qu'un enfant aurait euh, vu une de ces danses après que cette dent soit tombée. Donc il aurait vu une des dents repoussées et cette dent aurait été une dent en or. Alors évidemment, il s'agit d'un fait qui est inexact, mais pourtant, c'est un fait qui a été diffusé par de nombreux professeurs ou savants. Alors ces savants, ils sont nommés par Fontenelle. Orsius, professeur en médecine, et puis un peu plus loin, Rulandus, Ingolstetterus, qui sont des savants tous les deux, et puis enfin Libavius. Alors, on remarquera la précision des faits. Il nous donne des dates, il nous donne des lieux et il nous donne aussi le nom des gens qui ont véhiculé cette rumeur. On voit finalement que cet apologue illustre bien ce qu'il demande à son lecteur. Il veut que son lecteur vérifie les faits avant de les transmettre, de les colporter. Et il nous donne les moyens dans cet apologue de le faire, puisqu'avec des dates, avec des noms, avec des lieux, on peut vérifier que cet épisode a vraiment eu lieu. Ce qui est le cas d'ailleurs au passage. Les savants dont il parle sont des gens qui ont vraiment existé. Alors on regarde plus précisément maintenant les noms propres. Orsius, Rulandus, etc. Ces noms sont à chaque fois terminés par le suffixe us qui a une connotation latine et qui pourrait faire croire que ce sont des gens bien savants. Or, il se trouve que ces professeurs, ces savants, colportent des faits sans avoir vérifié leur exactitude. Donc, c'est ce que va évoquer à travers le champ lexical de la religion, les références à la religion, Fontenelle. Ça veut dire en fait qu'ils satisfont, ces savants qui colportent cette histoire qui est fausse, ils satisfont les croyances, les préjugés et les religions finalement. Elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Ça veut dire que le fait que cet enfant ait eu une dent en or, c'était quelque part un petit miracle, et ça montrait finalement que Dieu existait bien et que ça permettait aux chrétiens de se consoler d'avoir été finalement les perdants face aux Turcs. Donc il montre que combien des savants, des êtres rationnels, peuvent tomber dans les croyances, dans les préjugés, sans vraiment y faire attention. Figurez-vous est un impératif qui montre la connivence entre Fontenelle et son lecteur. Il veut s'approcher, créer une complicité avec son lecteur, et il va ensuite se moquer de ces savants. Il va se moquer d'eux avec de nombreuses références ironiques. Il
Il dit par exemple que cette dent d'or ne manqua pas d'historien. On voit bien comment il joue sur le double sens du terme historien. Historien, ça veut dire qui raconte l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi celui qui raconte des histoires. Donc en fait, cette dent d'or, elle a été le sujet de nombreux livres, de nombreuses histoires. Et d'ailleurs, le terme revient tout de suite après. Rulandus en écrit encore l'histoire. Et encore après, l'autre savant Ingolstadt-Terus écrit donc contre, etc. Donc ce sont des personnages, des savants qui écrivent à propos de la dent d'or au lieu de chercher, au lieu de vérifier les faits. Donc de l'ironie pour critiquer cette attitude qui consiste à diffuser une information sans l'avoir vérifiée. L'ironie, on la retrouve également avec une belle et docte réplique. Il ne pense pas, Fontenelle, que cette réplique de Rulandus soit docte, c'est-à-dire qu'elle soit scientifique, qu'elle soit respectable, avec le mot belle. Il ne pense pas que ce sont de beaux ouvrages. Il ne pense pas que Libavius soit un grand homme. On le voit comment? Parce que le terme ramasse est extrêmement connoté négativement. Donc on voit bien que ce grand homme, en fait, ne fait que ramasser au ras de terre, finalement, les rumeurs qui sont colportées. Il y ajoute un sentiment particulier. Vous remarquerez que le terme sentiment ici a une connotation négative puisque un scientifique ne doit pas se baser sur des sentiments mais bien sur des savoirs quand il raisonne et quand il diffuse une information. On remarque aussi l'adverbe de temps aussitôt. Rulandus fait aussitôt une belle réplique. Ça veut dire que tout de suite après avoir eu connaissance de l'écrit d'Ingolstadt-Terus, Rulandus va absolument rajouter sa propre version et donc il se précipite là encore pour réécrire l'histoire de la dent d'or. Donc tous ces beaux ouvrages montrent bien comment même des savants peuvent ne pas respecter la science finalement, la démarche scientifique. Alors, ce point de vue, il est là encore résumé dans le dernier paragraphe du texte qui joue une sorte le rôle de conclusion finalement. On voit dans cette première phrase que l'apologue qu'on a lu n'est en fait qu'un exemple. Fontenelle nous dit que l'homme en général, dans toutes sortes de domaines, vous voyez le pluriel de toutes sortes de matières, donc dans toutes sortes de domaines, l'humain réagit comme ça, c'est-à-dire que naturellement, il va croire ce qu'on lui dit sans vérifier les faits. On remarque dans ce dernier paragraphe des négations absolues assez nombreuses. Je ne suis pas, nous n'avons pas, celles qui ne sont point. Donc on voit que Fontenelle affirme très fermement son point de vue dans ce dernier paragraphe. Et quel est ce point de vue? Eh bien il nous dit, c'est ce qui est en rouge, je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont et dont la raison nous est inconnue que par celles qui ne sont point et dont nous trouvons la raison. Ça veut dire que si nous sommes ignorants, ça n'est pas parce que nous ne connaissons pas certaines choses, mais c'est plutôt parce que nous trouvons des raisons à des choses qui n'existent pas. Donc, il nous invite à vérifier les faits avant de les analyser. Donc, la dernière phrase, cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. Ça veut dire que nous ne savons pas toute la vérité des faits, mais surtout, nous aimons bien, nous nous précipitons, nous nous accommodons très bien des fausses vérités, des mensonges en général. On remarque l'usage du nous dans ce paragraphe. Ça veut dire que lui aussi, il raisonne comme tous les hommes. Il se met aussi dans la même situation que son lecteur. Lui aussi juge que naturellement, il a tendance à croire trop vite certaines choses avant de les avoir vérifiées. Donc si on revient à notre question, comment Fontenelle dénonce-t-il le recours à l'imagination, met-il en valeur la raison? Eh bien, il va utiliser des procédés argumentatifs assez classiques, par exemple le recours à la première personne, que ce soit le je ou le nous, en étant ferme dans ses positions, en utilisant des négations, en utilisant des connotations négatives par exemple, mais aussi avec des techniques un peu plus originales, par exemple cet apologue au milieu ici, et surtout cet apologue qui illustre pleinement ce qu'il veut nous démontrer, puisqu'il utilise l'imagination pour nous aider à raisonner. Donc c'est un peu paradoxal.
Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce texte. J'espère que ça vous a aidé à mieux le comprendre. Donc il faut que vous essayiez de faire une fiche personnelle à partir de cette capsule et également à partir des documents de Madame Hénon et de ceux que je vais vous faire passer. C'était sans doute un des textes, voire le texte le plus compliqué que vous aviez cette année. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous l'expliquer en détail. Je ne le ferai pas pour tous les textes que vous avez travaillés, bien sûr, hein. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous voulez des éclaircissements supplémentaires et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.